Salut zusammen, heute sind wir in Exen. Das weltberühmte Dorf liegt 210 Meter in der Höhe und neben Colmar. Es ist gesagt worden, dass das ganz erste Rewe im Elsass hier in Exen eingeführt wurde von den Römern. Die Weingegend hat ein ganz spezielles Erbe, was Baukunst und Geschichte anbelangt. Aber ich nehme Sie jetzt mit, seine Einwohner kennenzulernen. Kommen mit. Jeder auf seine Art wird uns begleiten und uns die Schätze von Exen zeigen. Manche sind hier aufgewachsen, aber manche haben versucht, hier einzuziehen. Der erste, den wir treffen, ist Kunstmaler. Er heißt Claude Geisler. Der Hubert hat seinen Trakteur gegen Kumpels, die viel weniger Krach macht, gewechselt. Sein Ross begleitet das ganze Jahr in der Rewe. Marguerite kennt das Dorf besser wie niemand und sie nimmt den Claude mit in den kleinen Gässle und erzählt ihm wunderbare Geschichten über die Häuser vom Mittelalter und auch noch viel mehr. Wenn er bis auf die Höhe schaut, können er 3 Schlösser sehen. Die stehen hier schon seit 30 Jahren. In der Rewe, nicht weit von den Schlössern, finden wir den Paul. Er ist Winzer und Präsident vom Geschichtsverein von Exen. Er erzählt gerne kleine, aber auch große Geschichten von seinem Land. Tiens, bonjour Claude. Ah, bonjour Paul, tu te promènes? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Bah tu vois, je suis en train de peindre les 3 châteaux. Ben dis donc, Claude, c'est magnifique ce que tu fais là. Celui-là qui est de gauche, c'est le Weckmund. Le château du milieu, c'est le Wallenbourg. Et celui-là qui est situé le plus à droite, c'est le d'Augsbourg. Mais j'adore ce coin. De voir ces 3 châteaux qui dominent la cité d'Eguissem, c'est magnifique. Ben écoute, je te propose d'aller les visiter et je t'expliquerai là-haut. Si Ok, ben on va y aller alors. Ouais, d'accord. Wir lassen jetzt den Paul und den Claude nur aufs Schloss gehen und treffen Marguerite, die hier im Dorf aufgewachsen ist. Sie ist mit dem Claude ein Spezialist von diesen Zeichen, wie in den Steinen hingehauen sind. Marguerite kennt alle Geschichten vom Dorf und erzählt dem Claude, wie die Ohren spitzt, wie es hier früher in dem Winzerdorf zugegangen ist. D'abord, regarde, un pigeonnier. Alors, on appelle ça pompeusement un pigeonnier, mais tu sais, c'est un fenil, une petite grange qui a servi même de rangement, il y a encore quelques années, aux tonneliers voisins. Eguissheim a été bâti sur une colline. C'est pas très haut, mais on sent bien là que, toutes les habitations prennent de la hauteur. Ah, oui, c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment super. Il y a eu ici une histoire difficile. Hein. Tout au long des siècles, les gens ont souhaité se protéger. Et ici, nous avons construit des remparts, des murailles. Début du XIIIe, un premier rempart. Fin du XIIIe, un second rempart. Ce linteau de porte. C'est une croix à 3 pieds. Oui. Et on pense que probablement ici s'est installée une toute petite communauté qui accueillait les indigents. Mais nous savions qu'ici, déjà, il y avait une solidarité. Et c'est très important quand on vit de cette manière-là, c'est-à-dire les uns à côté des autres, presque en autarcie, puisqu'Eguissheim a été construit en ellipse, en rond. Hein? Je ne sais pas si tu as vu, mais voilà, regarde. C'est remarquable. Et toutes les maisons sont là autour. Mais qui habitait là? Eh bien, tout simplement le peuple. Au centre du village,
c'était le comte d'Egisheim, les notables dans la rue principale et ici, le peuple. Je vais te raconter une histoire vraie qu'ont raconté les anciens. Il y a un peu plus d'un siècle, il arrivait que lorsque des familles s'agrandissaient, eh bien, on pouvait demander là, aux voisins, d'enlever un peu de torchis, de couper une poutre qui n'était pas la poutre porteuse, et on louait une pièce à côté. Quand même, c'était sensationnel de pouvoir comme ça eh bien, être solidaires les uns des autres. Es wird erzählt, als im Jahr 1200 der Papst Leon IX. Hier in Exe geboren wird. Heute noch ist sein Name eng mit dem Dorf verbunden. Die 3 Schlösser, die zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert gebaut worden sind, beschützen das Dorf, wie auf dem höchsten Punkt von der Wienstrasse liegt. Heutzutage bleiben nur noch die 3 Türme übrig, wie früher zum ganzen Schloss gehört haben. Die Ruine ist im 15. Jahrhundert verloren worden und ist heute mit Pflanzen verwildert. Die Türme stehen aber trotzdem heutzutage noch stolz aufrecht und mahnen uns an unsere Vergangenheit. Eh bien, tu es en train de peindre le Wallembourg. Alors c'est le château du Milieu qui a été construit déjà au Xe siècle par le comte du Nordgau, Hugues III. Paul, pourquoi 3 châteaux? Pourquoi y en a-t-il 3 l'un sur l'autre? Eh bien, ils n'ont pas été construits en même temps. Hein. Le premier, donc, c'est le Wallenbourg qui a été construit au Xe siècle déjà par le comte du Nordgau qui s'appelle Hugues III. Plus tard, la même famille a construit de plus loin, là qu'on voit, c'est le Daxbourg qui a été construit par la famille de Dabo, famille proche bien sûr. Et puis ici, on voit le Weckmund qui a été construit par le comte de Vaudémont, qui était d'ailleurs quand même le fils du duc de Lorraine. Ah mais dis donc, c'était des gens influents. Ah ben c'était des gens influents. La famille des comtes d'Egisheim a joué un rôle important sur l'échiquier européen. Et puis il ne faut pas oublier que le pape Léon IX, lui, c'était le cousin d'un autre empereur d'Allemagne qui s'appelait Conrad II. Mais il a fait quoi ce pape, qu'on en parle autant? Ah, ce pape était quand même un pape important, c'était un pape courageux, c'était un pape réformateur. Il lutta contre les investitures laïques, c'est-à-dire la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Pendant son pontificat, qui n'a duré que 5 ans, il n'était que 6 mois à Rome. Le reste du temps, il sillonnait l'Italie, il est venu 3 fois en France, en Allemagne, en Hongrie, en Belgique, où il a tenu concile, surtout à Reims, concile très important, mais aussi à Mayence. Mais alors il emmenait partout du vin d'Egisheim, si je comprends bien. Il a emmené, disons que le vin d'Alsace était à l'honneur à Rome. Et surtout, on a bien dit dans les écrits comme quoi, pendant les 5 ans de ce pontificat, on buvait à Rome que du vin d'Egisheim. C'était un peu... Et il est enterré à Egisheim, non? Ah ben non, il n'est pas enterré à Egisheim. Il est enterré dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Ah oui, carrément. Où tous les fidèles peuvent le visiter. C'était quand même un pape qui a été canonisé, qui était quand même un très grand pape. D'accord. Mais les comtes d'Egisheim, c'était les premiers sur le site? Eh bien non, les comtes d'Egisheim n'étaient pas les premiers parce que la présence de l'homme a été attestée déjà 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est les Romains qui ont construit ici, sur ce site, une vigie, c'est-à-dire une tour d'observation afin de surveiller tous les mouvements dans la plaine. Et surtout la route romaine qui allait d'Egisheim à Horbourg et de Horbourg à Neuf-Brisach. Mais les Romains, tu sais Claude, les Romains, ils ont aussi amené la culture de la vigne. Et c'est eux qui ont planté juste en contrebas là, des châteaux les premiers pieds de vigne. Sur des terrains argilo-calcaires qui sont actuellement nos grands crus Eichberg-Persiberg. Et ceci aussi, il faut le rappeler, dans le coin le plus ensoleillé d'Alsace d'après des documents officiels. Et ce premier pied de vigne, c'est une des raisons pour laquelle Egisheim est cité comme étant le berceau du vignoble alsacien. Der Weinbau fängt im Elsass mit den Römern an. Die Römer haben den Wein
Sallemals haben die Soldaten viel von dem Luxusgut getrunken. Denn der Wein ist zu dieser Zeit ein Luxusprodukt geworden. Im 19. Jahrhundert hat es im Elsass 28.000 Hektar Raven gegeben. Der Wein von Sallemals ist massenhaft produziert worden, aber Schwefel geworden. Danach kommt eine harte Zeit für die Raven im Elsass. Krankheiten wie der Phylloxera vernichten ein grosses Teil der Raven und an 1945 bleiben nur noch 6.000 Hektar auf den besten Steger übrig. Sallemals setzt eine kleine Revolution in. Eine neue Art von Weinproduktion wird eingeführt und Exe produziert nur noch die feinsten Weine. Die alten Weinstücke sind von einer besseren Sorte ersetzt worden. Geoffrey, tu prends le premier rang extérieur, suivi de Max. C'est bon? Tout le monde est... Der Hervé begleitet jetzt den Hubert. Der besorgt seine Reben durch Kultur Biodynamik. Aber was soll denn das heißen? Richtig gut. Salut Hubert. Salut Hervé. Tu peux m'expliquer un petit peu? Toi, tu pratiques la viticulture biodynamique. Moi, je suis en bio. Tu peux m'éclairer sur les différences, sur ce qu'il y a en viticulture biodynamique qui diffère de la... Disons, l'approche elle est quasi identique, puisque bien sûr, je suis aussi en bio, hein, puisque c'est la base même. Donc pas de produits de synthèse, pas de chimie. Et puis ensuite, c'est complété par le respect des rythmes de la nature. Hein. Alors, évidemment, il y a le soleil, il y a la lune, qui a un cycle sur un mois. Et puis après, il y a les étoiles, et les planètes d'abord, les étoiles ensuite. Voilà, tout ça, c'est des petites influences. On essaie d'en tenir compte pour gérer les labours, pour gérer éventuellement les plantations si c'est le cas. Ça me paraît être beaucoup de contraintes. Est-ce que c'est des contraintes effectivement ou pas du tout? Vu de l'extérieur, alors j'imagine un viticulteur classique, forcément c'est des contraintes. Hein, le cheval, ça va quand même à 5 à 6 fois moins vite. Quand il est fatigué, il faut s'arrêter, ce qui n'est pas le cas du tracteur. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une contrainte, puisque j'adore ça, quoi. Je veux dire, moi, je ne suis pas très mécanique. Et donc le cheval, pour moi, c'est vraiment la bonne réponse. C'est un être vivant, il y a un échange, je lui parle quand on travaille. Et donc pour moi, c'est vraiment pas une contrainte. Et tu prends beaucoup de plaisir à faire ton métier? C'est ça, hein, dans le fond, on essaye chacun de son côté de faire les choses qu'on aime. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça la bonne solution, c'est ce que j'aime faire. J'ai ramené mon sécateur, je me suis dit je vais te filer un coup de main. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Je vais rejoindre ton équipe. Ils ont déjà commencé, mais tu peux y aller. Ok. Il y a un seau à disposition. Merci. À tout à l'heure. Ouais, ça marche. Allez, Skip, nous on continue. Allez, mon grand. Allez. C'est très nature, parce qu'on n'a pas de bruit. On a uniquement les pas de Skip, donc pas de tracteur qui va nous mettre du bruit dans les oreilles, plus les échappements. Donc, bon, après, c'est vrai que c'est un rythme de travail beaucoup plus lent. Hein. On ne va pas à la même vitesse qu'avec le tracteur. Mais dans l'ensemble, nos vendangeurs apprécient beaucoup parce que c'est reposant. Allez, Skip, vite. Un animal, maintenant comme le cheval, hein, évidemment, on sait que ça a une sensibilité. On voit très bien que ça peut réagir à des choses. Ah ben, les plantes, c'est pareil. Et donc là, on sent qu'on peut avoir une manière un peu différente pour approcher la plante, pour comprendre pourquoi elle est dans cette situation de stress ou d'excès de rendement, de pourriture quand c'est des millésimes délicats. Et au lieu de se dire, tiens, je mets un produit, un fongicide pour traiter la pourriture, ben pourquoi c'est pourri? C'est un peu comme pour nous, quand on est malade, bon, on a un rhume, on prend un produit, mais des fois, ce serait bien de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai un rhume récurrent? Et n'y a-t-il pas moyen de voir en amont où est mon problème et le régler différemment? Pour la vigne, c'est pareil, et la biodynamie, il y a vraiment beaucoup de réponses, et ça marche. Wie der Hubert und Heidi gibt es im Elsass viele Weinbauern, die sich entschieden haben, Bio zu bauen. Es sind insgesamt 275 Winzer. Das sind 13% der Raven, die in Einstimmung mit der Natur besorgt sind. Der Hubert ist sogar noch ein bisschen extremer. Tiens, mais Hubert, là je vois que tu as du sylvaner et du pinot gris. Tu mets tout ça ensemble sur le pressoir? Oui, parce que j'ai opté pour une démarche un petit peu différente, qui est assez ancienne, puisque nos grands-pères l'ont fait. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de vin de cépage, ils ont fait des vins de complantation. C'est-à-dire que souvent, ils avaient une parcelle avec plusieurs cépages, et ils récoltaient le tout, et tout était pressé ensemble. Et en Alsace, il y avait
les vins d'Egisheim ou de Turkheim ou d'autres villages. Et ça se résumait à ça. Rarement le cépage était cité. Après, c'est vrai qu'avec les années 40-45, donc après-guerre, le cépage a pris sa place. Donc j'ai voulu, avec toute ma démarche, aller jusqu'au bout, donc revenir sur des bases finalement assez anciennes. Mais moi, je pense que ça détient, on est un peu dans la vérité du terroir plutôt que celle du cépage. Wenn man in der Altstadt spazieren geht, kann man sehen, wie die Häuser vom Mittelalter noch gut stehen. Aber ich gebe es ein kleiner Rot. Man kann die schönsten Dinge entdecken, wenn man die Augen gut aufmacht und wenn man neugierig ist. Le château que tu as derrière toi date du 19e. Il a été pillé et incendié au long des siècles. Mais c'est bien ici qu'a débuté la famille comtale d'Egisheim, les comtes d'Alsace, au 8e siècle. Alors bien évidemment, la base de cette muraille date d'avant l'an 1000. Mais je voudrais t'inviter à venir sur ce point de rencontre, cette fontaine. Nous avons comme ça, 5 fontaines à Egisheim. Alors fontaine importante, parce que l'eau est une source de vie. Pour l'usage domestique, depuis très longtemps, nous n'avions pas toujours le robinet dans nos cuisines, ni même la douche. C'était surtout aussi un lieu de rencontre. Ah oui. Un lieu de rencontre où les gens venaient discuter, parlementer. Quelquefois même, des mariages se faisaient entre deux familles. Et à ce moment-là, on entendait des personnes. Eh bien voilà, moi j'ai une fille qui peut-être pourrait se marier avec ton garçon. Bref, des rencontres importantes ici autour de la fontaine. L'histoire du village. Et aussi, évidemment, une grande réserve d'eau, 80 000 litres en cas d'incendie. On en a eu des incendies ici. Et pour nous, il était important qu'il y ait ces fontaines. C'est magnifique. Die Häuser von der Gegend differenzieren sich von den anderen Elsasser Häusern aus. Ihr Unterteil aus Stein unterstützt die Vorwahrung wie eben drüberisch. Bis ins 16. Jahrhundert ist die Vorwahrung einfach und Sulz mit Rös bedeckt. Zu dieser Zeit kann sich keiner Farbe auf der Fassade leisten. Im 19. Jahrhundert fängt aber eine neue Mode an. Das Vorwahrung wird mit Zement verputzt. Zu dieser paar Jahren kommt das Vorwahrung aber wieder zur Mode und die Häuser erleben eine neue Geburt. Auf manchen Häusern kann man noch die Welle sehen, wie der Zement gekippt hat. Heutzutage sind Farben Mode und geben den Elsasser Häusern einen modernen Schwung. Toi qui es passionné d'histoire et de pierre, raconte-nous l'histoire de cet écu. Cette porte, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle nous indique elle nous donne un certain nombre d'informations. Déjà, le grès jaune de la région. Ensuite, ce monogramme, qui en fait est une enseigne publicitaire, nous indique d'une part le nom du propriétaire de cette maison, HS, d'autre part, il précise clairement son métier. Il nous explique avec ses clous qu'il est cloutier. Il va faire les grands clous pour les charpentiers, il fait les petits clous pour le sellier. De plus, il a déjà conçu, je pense, cette entrée pour qu'il puisse laisser les portes ouvertes et pour qu'on le voit travailler. Elle est tout à fait superbe. D'ailleurs, à côté, cette porte a certainement été percée plus tard. Porte Renaissance. On a daté 1599. C'est tout à fait superbe de voir cette façade où il y a deux époques différentes.
En face, on va trouver le boucher. Le boucher qui, toujours sur le même principe, eh bien, il nous indique, lui, la date. On est en 1671. On voit là aussi son monogramme, sa marque publicitaire, et il présente son outil du boucher, le hachoir. C'est superbe également. Durch seine Architektur, von der Krieg geschont und gescheit bewahrt, kann heute Exe stolz auf der Weinstrasse aufrecht stehen. Von dieser Kirche, wie an 1220 gebaut worden ist, bleibt nur noch der gotische kirchliche Turm übrig. Einige Teile davon sind im Roman-Baukunststil gebaut worden. Über dem Eingangstor sieht man ein Lehrnis aus der Bibel. Der Claude und Marguerite treffen sich hier mit der Madeleine, wie auch am Exer Arvegut hängt. Derrière nous, vous avez la belle Vierge ouvrante, qu'on dit aussi la Vierge souriante, qui nous regarde, qui porte l'enfant vers le peuple. À l'intérieur, il y avait donc la Trinité autrefois. Maintenant, il y a 2 anges peints de part et d'autre. Elle date à peu près de 1380, 14e siècle, et elle est donc une des rares qui survivent encore, puisqu'elles ont été proscrites lors du Concile de Trente, c'est-à-dire vers 1563 à peu près, interdites. Quelques-unes ont été cachées, sauvées, clouées, etc. Donc on les a gardées et conservées. Dans nos régions, il en reste 2, celle d'Egisheim que vous voyez là, et celle de Kaisersberg qui est au musée de Kaisersberg. Die ganzen Spuren von der Geschichte sind auch eine Quelle für viele Künstler, wie sie hier in dem zeitlosen Dörfel installiert haben. Patricia hat sich Auto niedergelassen und kreiert zwischen Mittelalter und Modernität Schmuck in ihrer Kunstgalerie. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Salut Claude, très bien, et toi? Eh ouais, tu vois, je reviens de l'église, j'ai peint la Vierge ouvrante. Waouh! Ah oui, elle est magnifique en Bah, si aquarelle. tu veux, je te l'offre. Super gentil, Je merci. sais que tu aimes l'art. Je suis passionnée. Voilà. Bah oui, quand on a une galerie d'art et qu'on expose des artistes peintres et sculpteurs, on ne peut être que passionné. Oui, bien sûr. Je vais juste te montrer ce que je suis en train de faire en ce moment parce que c'est vraiment particulier. C'est un client qui voulait une paire de boucles d'oreilles pour sa fille. Il voulait la constellation de Pégase à l'intérieur de la boucle d'oreille. Donc on a fait le schéma ensemble et puis voilà, et je lui ai créé ça. Cette maison, je trouve qu'elle a une âme en fait. Et c'est un peu ce qu'on ressent dans beaucoup d'endroits à Egisheim parce qu'il y a ce côté un petit peu historique, mais il y a aussi, je pense, une belle ambiance. Et il y a des commerçants, des artistes comme toi, des artisans, il y a une population, et on regarde un peu tous dans la même direction, on a envie de faire avancer les choses. Tu vois, c'est un peu pour les mêmes raisons que je suis venu à Egisheim, hein, ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'Egisheim, c'était pas simplement un décor de cinéma ou un décor de carte postale. Ouais. Et qu'il y avait une âme, qu'il y avait des gens qui étaient passionnés oui. Et qui faisaient beaucoup de belles choses avec amour, comme toi. Exactement, merci beaucoup. Es ist halt nicht umsonst, dass Exe vor ein paar Jahren Village préféré des Français gewählt ist worden. In dem Dorf zeigen uns die Winzer, die Handwerker, Geschäftsmänner oder auch noch die Künstler, dass die Begeisterung ganz einfach zum Erfolg führt. Bis bald für neue Entdeckungen im Elsass.